La dernière fois que tu as élevé la voix dans une dispute, tu as perdu. Peu importe que tu aies raison, peu importe la perfection de tes arguments, l'instant précis où tu as haussé le ton, ton pouvoir s'est envolé par la fenêtre. Et le pire, c'est que tu ne l'as même pas remarqué. Machiavel l'avait découvert il y a 5 siècles. La neuroscience l'a confirmé en 2024. Et aujourd'hui, je vais te révéler la tactique exacte qui sépare ceux qui gagnent les débats de ceux qui ne font que crier. Mais avant de continuer, il faut que tu comprennes une chose. Ceci n'est pas de la motivation à 2 balles. Ce ne sont pas des conseils pour être plus gentil. C'est de la stratégie pure. Une stratégie utilisée par des négociateurs du GIGN, des dirigeants mondiaux et les personnes les plus influentes de l'histoire. Et cela commence par une vérité que personne ne veut entendre. 95% des personnes élèvent à la voix quand elles sentent qu'elles sont en train de perdre un débat. C'est un réflexe. C'est automatique. C'est exactement ce que ton cerveau veut que tu fasses quand il se sent menacé. Et c'est précisément ce qui te fait perdre à chaque fois. Il y a un phénomène neurologique qui se produit à l'instant précis où tu élèves la voix. Ton amygdale, cette petite structure cérébrale qui détecte les menaces, s'active complètement. Et quand cela se produit, elle libère une vague de cortisol dans ton système. Une étude récente en neurosciences a révélé que, lors de discussions intenses, les pics de cortisol réduisent l'activité du cortex préfrontal de 30 à 40% en quelques minutes. Le cortex préfrontal est la partie de ton cerveau responsable du raisonnement et de l'empathie. En d'autres termes, quand tu élèves la voix, tu deviens littéralement plus stupide. Ta capacité à penser clairement est réduite de presque la moitié. Ta capacité à persuader disparaît. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie pure. Et cela s'applique à tout le monde, sans exception. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans le cerveau de l'autre personne. Quand tu élèves la voix, l'amygdale de ton opposant s'active également. C'est une réponse de survie. Son cerveau interprète ton volume élevé comme une menace physique, même si ce n'est pas le cas. Et sa réponse automatique est de se préparer à se battre ou à fuir. À ce moment-là, la conversation cesse d'être rationnelle. Ce sont maintenant 2 systèmes nerveux en mode combat, 2 cerveaux primitifs luttant pour leur survie. Et voici le pire. Cela ne t'affecte pas seulement toi, cela affecte l'autre personne aussi. Parce que le cerveau humain possède ce que l'on appelle des neurones miroirs. Ces neurones font que, inconsciemment, nous imitons l'énergie de celui qui nous parle. Philippe Moreau, ancien négociateur du GIGN, explique cela avec une phrase qui devrait être gravée dans ta mémoire. Il dit que si tu utilises ce qu'il appelle la voix de speaker radio en fin de soirée, ce ton doux et grave, tu actives les neurones miroirs de l'autre personne. Tu ralentis littéralement son cerveau. Et un cerveau plus lent est un cerveau plus rationnel, plus réceptif, plus facile à persuader. Pense aux implications de cela. Tu n'as pas besoin de meilleurs arguments. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que ton opposant. Tu as juste besoin de contrôler ton ton. Machiavel avait compris cela 500 ans avant l'existence de la neuroscience. Il a écrit dans Le Prince que les hommes sont si simples et tellement soumis aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Il ne l'a pas dit pour que tu trompes les gens. Il l'a dit pour que tu comprennes la nature humaine. Les gens ne répondent pas à la logique. Ils répondent à l'émotion. Et l'émotion la plus contagieuse dans un débat est celle du ton de voix. Tu élèves la voix. Ils élèvent la leur. Ton cerveau se déconnecte. Le leur aussi. 2 personnes criant sans capacité de raisonner. Et les 2 croient avoir raison. Mais quand tu baisses le ton alors que l'autre personne hausse le sien, quelque chose de magique se produit. Ces neurones miroirs tentent de t'imiter. Son cerveau, par pur instinct, commence à ralentir la cadence. Et soudain, tu as le contrôle sur une situation qui semblait hors de contrôle. Ce n'est pas de la théorie, car c'est de la biologie. Laisse-moi approfondir la science, car c'est crucial pour que tu comprennes pourquoi cela fonctionne si bien. L'Université d'Amsterdam a publié en 2025 une étude qui analysait des enregistrements de négociations réelles. Ils ont découvert que les qualités vocales,
comme les variations subtiles connues sous le nom de jitter et shimmer, affectent directement la perception du négociateur, et pas seulement la perception. Elles affectent les résultats économiques des négociations. Tu as bien lu. Ton ton de voix affecte la somme d'argent que tu gagnes ou perds dans une négociation. Les chercheurs ont conclu que les résultats des négociations ne sont pas déterminés uniquement par des stratégies rationnelles ou des dynamiques de pouvoir. Ils sont façonnés par les signaux quotidiens que nous envoyons sans nous en rendre compte. Nos émotions, nos vêtements, nos voix, nos mots. Harvard Business Review confirme qu'une voix équilibrée, ni trop haute ni trop basse, augmente l'autorité perçue, surtout dans la communication de leadership. Mais attends, parce que ce que je vais te dire maintenant change tout ce que tu croyais savoir sur la façon de gagner des débats. La plupart des gens pensent que gagner un débat signifie faire admettre à l'autre personne qu'elle a tort, qu'elle se rétracte, qu'elle reconnaisse ta supériorité intellectuelle. Ce n'est pas gagner, c'est nourrir ton ego. Et c'est là que la plupart des gens commettent l'erreur fatale. Ils confondent avoir raison et gagner. Ce sont deux choses complètement différentes. Machiavel le savait. Il a écrit dans Le Prince K que la fin justifie les moyens. Et le but d'un débat n'est pas d'humilier ton adversaire, c'est d'obtenir ce que tu veux. Tu peux avoir raison et perdre. Tu peux démontrer que l'autre personne a tort sur chaque point et pourtant ne rien obtenir. Parce que les gens ne changent pas d'avis quand ils se sentent attaqués. Ils se défendent. Et la défense la plus primitive de l'être humain est d'attaquer en retour. C'est pourquoi la voix basse fonctionne. Parce qu'elle désamorce la défense de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Il y a un principe en psychologie appelé la réactance. Quand quelqu'un sent que tu essaies de le forcer à changer, son instinct naturel est de résister, même s'il est secrètement d'accord avec toi. La pression le fera défendre sa position originale avec plus de force. C'est pourquoi les arguments logiques ne fonctionnent presque jamais quand ils sont livrés avec agressivité. La personne peut comprendre intellectuellement que tu as raison, mais émotionnellement, elle refuse de céder. Parce que céder signifierait perdre, et personne ne veut perdre. La voix basse évite d'activer cette réactance, parce qu'elle ne se ressent pas comme une attaque, elle se ressent comme une conversation. Et dans une conversation, changer d'avis ne se ressent pas comme une défaite. Maintenant, laisse-moi te parler d'une technique que les négociateurs professionnels utilisent, appelée l'étiquetage affectif. Elle consiste à nommer les émotions à voix haute. Dire des choses comme « il semble que tu sois frustré » ou « je comprends que cela te contrarie ». Les recherches montrent que cette technique, combinée à des pauses stratégiques et à une élocution lente, réduit l'intensité émotionnelle et crée un espace pour un dialogue productif. Quand vous nommez l'émotion de l'autre personne, il se passe quelque chose d'intéressant dans son cerveau. L'amygdale, qui était en mode alerte, commence à se calmer, parce que votre reconnaissance de son état émotionnel lui indique que vous n'êtes pas une menace. C'est contre-intuitif. On pourrait penser que reconnaître la frustration de quelqu'un l'augmenterait, mais c'est l'opposé. La validation émotionnelle désactive les défenses. Et une fois que les défenses sont basses, la personne peut commencer à écouter vraiment ce que vous dites. Il existe une autre technique connexe qui est tout aussi puissante. La pause stratégique. Une pause de 3 à 5 secondes après que quelqu'un a parlé donne à son cerveau le temps de passer du mode réaction au mode réponse. Les infirmières urgentistes utilisent cette méthode. Après qu'un patient crie, elles attendent en silence 3 à 5 secondes. La plupart du temps, le patient se calme en quelques secondes. Cela fonctionne parce que, quand quelqu'un crie et que vous répondez par le silence, vous brisez le schéma attendu. Son cerveau attendait un autre cri. Il a reçu du silence. Et cette rupture de schéma le désoriente suffisamment pour qu'il baisse sa garde. Le silence est pouvoir. Machiavel l'a compris. Celui qui parle en premier après une confrontation perd généralement. Si vous êtes de ceux qui regardent encore cette vidéo à ce stade, vous êtes différent. La plupart abandonnent quand le contenu défie ce qu'ils croient. Vous êtes resté. Cela me dit que vous voulez comprendre. Pas seulement être diverti,
Si ce type de contenu vous importe, si vous voulez que je continue à révéler les tactiques que les puissants utilisent en silence, le bouton Super Thanks est comme un continué. Chaque clic me dit que la vérité brutale a encore un public. Ce n'est pas juste du soutien, c'est votre façon de dire. Je veux plus de tactiques réelles, sans filtre. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose que Machiavel a compris mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas dans celui qui parle le plus fort. Il est dans celui qui contrôle le cadre de la conversation. Il existe un concept en psychologie sociale appelé framing. C'est la façon dont vous présentez l'information. Et le ton de la voix est une partie fondamentale du framing. Quand vous élevez la voix, vous encadrez automatiquement la conversation comme un conflit, comme une bataille. Et dans une bataille, il y a un gagnant et un perdant. Quand vous baissez la voix, vous encadrez la conversation comme une collaboration, comme une résolution de problèmes. Et dans une collaboration, les deux peuvent gagner. Mais voici l'astuce. Vous savez que ce n'est pas une collaboration. Vous savez que vous avez un objectif, mais l'autre ne le sait pas. Et c'est la différence entre le pouvoir apparent et le pouvoir réel. Le pouvoir apparent est celui qui se montre, celui qui crie, celui qui intimide, celui qui exige le respect. Le pouvoir réel est invisible. C'est celui qui guide la conversation sans que personne ne le remarque, celui qui obtient ce qu'il veut, tandis que l'autre croit que c'était son idée. Machiavel a écrit qu'il est préférable d'être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Mais il a ajouté quelque chose que la plupart ignorent. Il faut éviter d'être haï. Quand vous criez, vous générez de la haine. Quand vous parlez bas et contrôlez la conversation, vous générez du respect. Et le respect est une forme de pouvoir beaucoup plus durable que la peur. La peur génère une obéissance temporaire. Le respect génère une influence durable. Laissez-moi vous donner un exemple pratique pour que vous voyiez comment appliquer cela. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail. Votre chef critique votre projet devant tout le monde. Votre premier instinct est de vous défendre, d'expliquer, de justifier, peut-être même d'élever la voix pour faire valoir votre point. Si vous faites cela, vous perdez, même si vous avez raison. Au lieu de cela, que se passe-t-il si vous répondez d'une voix basse, posée, presque comme si la critique ne vous affectait pas? Vous dites quelque chose comme « Je comprends votre inquiétude. J'aimerais revoir les données avec vous après la réunion pour m'assurer que nous sommes alignés. Vous ne vous êtes pas défendu, vous n'avez pas attaqué, vous n'avez pas alimenté le conflit. Mais vous avez pris le contrôle de la situation. Votre chef a maintenant deux options. Continuer à attaquer quelqu'un qui ne réagit pas, ce qui le fait mal paraître devant l'équipe, ou accepter votre proposition raisonnable. La plupart du temps, il choisira la deuxième option, parce que votre ton bas lui a donné une sortie élégante. Et voici quelque chose d'important. Votre chef ne saura probablement pas pourquoi il a changé d'attitude. Il sentira seulement que la tension s'est dissipée, que la situation s'est résolue. Il ne vous en donnera pas le crédit. Mais vous saurez que vous avez contrôlé le résultat. C'est ce que Machiavel appellerait vertu. Pas une vertu morale, une vertu stratégique. La capacité d'agir de la manière correcte au moment correct pour atteindre vos objectifs. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quand vous maîtrisez votre ton de voix, vous ne gagnez pas seulement des débats, vous vous transformez. La recherche en neurosciences montre que la pratique régulière du maintien du calme renforce la connexion entre le cortex préfrontal et l'amygdale. En d'autres termes, vous entraînez votre cerveau à répondre au lieu de réagir. La méditation régulière, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, renforce la communication entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Elle améliore la capacité d'observer les émotions sans réagir instantanément. Et cette compétence se transfère à tous les domaines de votre vie. Pas seulement les discussions, les négociations, les relations, les décisions sous pression. Les personnes qui maîtrisent cela ont un avantage injuste sur celles qui ne le font pas. Parce que, pendant que les autres perdent le contrôle, elles maintiennent le pouvoir. Pensez-y. Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que vous avez réagi au lieu de répondre?
Combien de relations ont été endommagées parce que vous avez élevé la voix au mauvais moment? Combien d'argent avez-vous laissé sur la table parce que vous avez perdu votre calme lors d'une négociation? Machiavel l'a dit d'une autre manière. Il a écrit que la nature humaine est immuable. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les gens réagissent, mais vous pouvez apprendre à mieux jouer le jeu. Et le jeu commence avec votre propre voix. Maintenant, il y a un aspect sombre à cela que je dois mentionner. Certaines personnes utilisent le ton bas, non pas pour résoudre les conflits, mais pour manipuler, pour faire en sorte que les autres se sentent irrationnels, tandis qu'elles paraissent calmes et raisonnables. C'est ce que les psychologues appellent le ton passif-agressif. Et c'est toxique. Vous avez sûrement connu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui reste calme en vous provoquant, qui parle bas en disant des choses conçues pour vous mettre en colère. Et quand vous réagissez, il vous fait passer pour le fou. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la violence émotionnelle déguisée en contrôle. La différence entre la stratégie et la manipulation réside dans l'intention. Si vous utilisez le ton bas pour obtenir un résultat juste, c'est de la stratégie. Si vous l'utilisez pour humilier ou contrôler quelqu'un, c'est de la manipulation. Machiavel a compris cette différence. Il a écrit qu'un prince ne doit jamais faire le mal inutilement. Le mal n'est justifié que lorsqu'il est absolument nécessaire pour un bien supérieur, appliqué au débat. Cela signifie que vous devez utiliser ces tactiques pour résoudre les conflits, pas pour les créer, pour obtenir des accords justes, pas pour exploiter les autres. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe quand vous affrontez quelqu'un qui connaît ces tactiques, parce qu'éventuellement, vous rencontrerez quelqu'un qui, lui aussi, parle d'une voix basse, qui, lui aussi, garde son calme, qui, lui aussi, contrôle le cadre de la conversation. Quand deux personnes qui maîtrisent ces techniques s'affrontent, gagne celui qui a le meilleur argument, parce qu'aucun des deux ne laisse les émotions obscurcir son jugement. Et c'est exactement ce qui devrait se passer. Une discussion rationnelle entre personnes rationnelles. C'est rare, c'est magnifique. Et ça n'arrive presque jamais, parce que la plupart des gens n'ont pas ces compétences. Mais la réalité est que cela arrive rarement, parce que la plupart des gens n'apprendront jamais ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant. La plupart continueront à crier, continueront à réagir, continueront à perdre du pouvoir sans s'en rendre compte. Il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement pertinente pour ce dont nous discutons. Des chercheurs ont analysé l'intonation descendante versus l'intonation ascendante dans la persuasion. Ils ont découvert que l'intonation descendante, terminer les phrases avec le ton qui baisse, fait que les récepteurs traitent les messages avec plus d'attention. Elle polarise les effets persuasifs des arguments forts versus les arguments faibles. En revanche, l'intonation ascendante, comme si vous posiez une question, mine la confiance perçue de l'orateur. Les récepteurs répondent de manière similaire aux arguments forts et faibles. En d'autres termes, il n'y a pas que le fait de parler bas qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont vous terminez vos phrases. Les leaders parlent avec une intonation descendante. Ils affirment, ils déclarent. Les personnes insécures terminent leurs phrases comme des questions, cherchant une validation. Pensez aux politiciens les plus influents, aux PDG les plus performants, aux personnes qui commandent naturellement le respect quand elles parlent. Tous partagent cette caractéristique. Ils ne demandent pas. Ils déclarent. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Enregistrez votre voix. Écoutez comment vous terminez vos phrases, si elles montent à la fin. Vous communiquez une insécurité sans vous en rendre compte. La prochaine fois que vous êtes dans un débat, faites attention à cela. Terminez vos points avec le ton qui baisse, comme si c'était des faits, pas des questions. Je ne suis pas en train de suggérer que, je suis en train d'affirmer que, sentez la différence quand vous le dites à voix haute. L'une sonne faible, l'autre sonne puissante. Maintenant, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est inutile si vous ne pouvez pas contrôler votre première réaction. Parce que le problème n'est pas que vous ne savez pas que vous devriez garder votre calme. Le problème est que votre amygdale réagit avant que votre cerveau conscient ait l'opportunité de penser. La solution réside dans quelque chose que les neuroscientifiques appellent la pause préfrontale. Quand vous sentez que vous êtes sur le point d'élever la voix,
Il y a une fenêtre d'environ une demi-seconde avant que la réaction ne devienne inévitable. Dans cette fenêtre, vous pouvez insérer une pause. Vous avez juste besoin de compter jusqu'à 3 dans votre tête. 1, 2, 3, et ensuite, répondre. Ces 3 secondes sont suffisantes pour que votre cortex préfrontal récupère un peu de contrôle sur votre amygdale. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour baisser votre ton un peu. Et un peu. C'est tout ce dont vous avez besoin au début. Avec de la pratique, cette pause devient automatique. Votre cerveau apprend qu'il y a une option entre le stimulus et la réponse, et vous commencez à choisir la réponse au lieu de simplement réagir. La recherche montre que les personnes ayant des conflits répétés entraînent leur cerveau à aller automatiquement en mode combat. Des scans de couples dans de longues batailles juridiques ont montré que leurs cortex préfrontaux avaient une activité réduite pendant les désaccords, tandis que leurs amygdales restaient hyperactives. Mais le contraire est également vrai. Vous pouvez entraîner votre cerveau à aller en mode calme, et cela commence avec la pause de 3 secondes. C'est ce que les stoïciens pratiquaient il y a 2000 ans. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit sur l'importance de faire une pause avant de réagir, d'observer vos émotions sans vous laisser contrôler par elles. Et c'est ce que la neuroscience moderne a confirmé comme l'une des compétences les plus importantes pour le succès dans tous les domaines de la vie. Machiavel l'exprimerait d'une autre manière. Il dirait que celui qui domine ses propres impulsions domine les autres. Parce que pendant que les autres sont asservis par leurs réactions, vous êtes libre de choisir. La liberté réelle n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de ne pas être contrôlé par vos impulsions. C'est avoir la capacité de choisir votre réponse dans n'importe quelle situation. Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que vous sentez l'urgence d'élever la voix, je veux que vous fassiez ce qui suit. Premièrement, remarquez la sensation physique. Cela peut être une tension dans la poitrine, une chaleur au visage, une accélération du cœur. C'est votre amygdale qui s'active. Deuxièmement, comptez jusqu'à 3 en silence. 1, 2, 3. Juste ça. Troisièmement, baissez votre volume consciemment de 20% par rapport à ce que vous vouliez dire. Quatrièmement, terminez votre phrase avec un ton descendant, comme une affirmation. Pas une question, c'est tout. 4 étapes. Faites-le à chaque fois pendant 7 jours. Au début, ce sera difficile. Votre cerveau est habitué à réagir. Mais après quelques jours, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. Les débats commencent à se résoudre plus rapidement. Les gens commencent à vous écouter davantage. Votre niveau de stress baisse, non pas parce que vous avez changé vos arguments, parce que vous avez changé votre ton. Il y a des personnes qui ont utilisé ces techniques pour sauver des mariages sur le point de divorcer. D'autres les ont utilisées pour obtenir des augmentations de salaire qui leur avaient été refusées pendant des années. Certains ont reconstruit des relations avec des membres de leur famille qui ne leur parlaient plus. Tout ça pour avoir appris à contrôler leur voix. Mais laissez-moi être honnête avec vous. Ce n'est pas de la magie. C'est de la pratique. Et comme toute pratique, cela demande du temps et de la constance. Vous n'allez pas maîtriser ça en une semaine. Probablement pas en un mois. Mais si vous pratiquez consciemment chaque jour, dans 3 mois, vous serez une personne différente. Une personne qui contrôle les conversations au lieu d'être contrôlée par elles. Machiavel a écrit que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'elle nous laisse gouverner l'autre moitié. La fortune décide quel débat vous aurez. Vous décidez comment vous les gérerez. Et cette décision commence avec votre voix. Laissez-moi résumer ce que vous avez appris aujourd'hui. Premièrement, élever la voix réduit votre capacité cognitive jusqu'à 40%. Cela vous rend littéralement plus stupide au moment où vous avez le plus besoin de penser. Deuxièmement, votre ton de voix active les neurones miroirs de l'autre personne. Si vous parlez bas, son cerveau se calme. Si vous criez, son cerveau se met en mode combat. Troisièmement, l'intonation descendante communique autorité et confiance. L'intonation ascendante communique doute et insécurité. Quatrièmement,
La pause de 3 secondes peut être la différence entre réagir et répondre, entre perdre et gagner. Cinquièmement, le pouvoir réel ne réside pas dans celui qui parle le plus fort, mais dans celui qui contrôle le cadre de la conversation, comme le ferait un excellent avocat lors d'un procès. Sixièmement, l'étiquetage affectif, nommer les émotions de l'autre, désactive ses défenses et ouvre un espace pour la persuasion. C'est comme désamorcer une bombe émotionnelle, en douceur. Septièmement, la pratique constante renforce la connexion entre votre cortex préfrontal et votre amygdale, vous. Entraînez votre cerveau au calme, même en pleine tempête. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Philippe Moreau, le célèbre négociateur français, le pratique chaque jour. Les leaders les plus influents du monde le maîtrisent, comme un secret bien gardé. Il y a une raison pour laquelle les négociateurs de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, ne crient jamais. Il y a une raison pour laquelle les diplomates les plus efficaces parlent presque en chuchotant. Il y a une raison pour laquelle les PDG les plus puissants élèvent rarement la voix. Même en temps de crise, tous comprennent la même chose. Le volume, c'est de la faiblesse déguisée en force. Le véritable pouvoir se communique en silence. Et maintenant, vous aussi, vous savez comment ça fonctionne. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous continuer à crier quand vous sentez que vous perdez? Ou allez-vous commencer aujourd'hui à maîtriser la tactique la plus puissante qui existe dans toute dispute? Le silence stratégique, le ton contrôlé, le pouvoir réel. Rappelez-vous, chaque discussion est une opportunité de pratiquer. Chaque conflit est un entraînement. Chaque fois que quelqu'un vous provoque, vous avez l'option de réagir comme la majorité ou de répondre comme les quelques-uns qui comprennent le pouvoir. Le choix à vous appartient. Maintenant, je veux vous entendre. Machiavel disait que celui qui contrôle sa voix contrôle la conversation. À quand remonte la dernière fois que vous avez perdu une dispute parce que vous avez élevé la voix? Commentez silence si vous maîtrisez déjà cette tactique. Commentez SRI si vous êtes encore en train d'apprendre. Et racontez-moi, honnêtement, quelle a été la discussion, où il vous a été le plus difficile de garder votre calme. Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux que je peux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.